Le moment confit sur Radio Campus Montpellier. Pour avoir des chroniqueurs horribles, mais non, à la place on a Lino et tous les autres, et ça fait vachement plaisir. Non, quelle ambiance, c'est toujours dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance, en plus on apprend plein de trucs. Alors on en discute beaucoup en ce moment, je vais vous parler aujourd'hui de l'affaire Sarah Halimi. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant des faits, c'est une dame victime d'un meurtre au caractère antisémite. Et en fait, l'affaire se concentre autour de la responsabilité pénale de l'accusé, c'est-à-dire la possibilité pour cette personne de se voir attribuer des peines et des amendes pour les faits qui lui sont reprochés. Si vous voulez, l'accusé a été déclaré irresponsable pénalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui assigner une peine ou une amende. Parce qu'au moment du meurtre, son discernement était aboli. Alors ces décisions judiciaires ont provoqué des manifestations, des pétitions et de nombreux messages de dénonciation. On va donc essayer de s'interroger sur tout ça, et pour aborder ce sujet très vaste et très compliqué, il faut qu'on se mette d'accord sur les bases du débat. Alors la volonté est déterminante en droit pénal. C'est celle qui fait la différence entre le meurtre et l'accident, par exemple. Alors, parce qu'en fait, bien sûr, matériellement, un meurtre ou un accident mortel, conduisent à la mort d'un individu. C'est la même chose. Mais est-ce que quiconque mettrait vraiment un trait d'égalité entre l'action de tuer quelqu'un volontairement, et l'action de tuer quelqu'un de manière involontaire et accidentelle ? En fait, si on refuse cette différence fondamentale, on prive automatiquement tout individu de sa liberté, puisqu'il ne peut pas décider ou non de faire un acte considéré collectivement comme mal. Par exemple, si quelqu'un traverse la rue brusquement et que je la percute en voiture, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu. Si on considère que c'est la même chose que si j'avais percuté volontairement la personne, on me prive de la possibilité de choisir entre le bien ou le mal. En mettant ce trait d'égalité, soit le fait de percuter involontairement devient aussi grave qu'un acte volontaire, soit le fait de percuter volontairement est considéré comme moins grave, au même titre qu'un accident. Alors si on est d'accord pour dire que la volonté est déterminante en droit pénal, on peut éventuellement se mettre d'accord pour dire que l'absence de volonté n'empêche pas pour autant la réparation matérielle lorsqu'elle est possible du dommage. C'est bien quelque chose de mon fait, il n'y a pas de peine parce qu'il n'y a pas de faute, mais il y a bien une action matérielle que, si j'en ai les moyens, il apparaît bien de réparer. C'est une responsabilité d'une autre nature que la responsabilité que j'ai envers la collectivité pour mes crimes et délits. Si on admet que la volonté est essentielle pour déterminer s'il y a une faute, qui donc engagerait la responsabilité pénale, alors on peut se mettre d'accord sur le fait de dire que quelqu'un qui tue sans le vouloir est responsable bien sûr d'une certaine manière et pourra subir des conséquences, mais que ces conséquences ne seront pas de même nature et ne viseront pas le même but que la sanction de l'atteinte volontaire à la vie que constitue un meurtre. Est-ce qu'elles doivent être les mêmes ou est-ce que ce ne serait pas une position injuste ? Pour ce qui est de l'affaire Halimi en particulier, en droit, en fait, on distingue l'abolition du discernement et l'altération du discernement. C'est un exemple faux, mais par exemple, si vous avez déjà été alcoolisé, on va dire que l'altération, c'est quand vous évaluez mal les distances, que vous faites des trucs insensés, que vous en rigolez. L'abolition, c'est quand vous ne faites plus les choses par vous-même et qu'il vous faut quelqu'un pour tenir debout, par exemple. Il y a donc bien entendu une différence de degré entre les deux. C'est cette différence de degré qu'il s'agit pour le psychiatre de déterminer. Alors le code pénal nous indique qu'en cas d'abolition du discernement au moment des faits, la personne n'est pas responsable pénalement. Donc il y aura bien un crime ou un délit, mais la personne ne pourra pas avoir de peine pour ce crime ou délit. Ça, c'est dans le cas de l'abolition du discernement. En revanche, si la personne avait un discernement dit altéré, le code pénal prévoit que la personne peut être déclarée responsable, donc punissable, mais que cependant, elle peut bénéficier d'une peine adaptée et réduite. Alors, certains disent par exemple que la psychiatrisation serait un outil pour échapper ou nier un fait. On pose la question de la faillibilité de l'expertise psychiatrique, par exemple,
Mais en fait, c'est la possibilité de faille qu'il y a dans toute décision de justice. La vérité judiciaire n'étant jamais exactement la vérité au sens philosophique. Il ne faut pas oublier déjà que la prise d'alcool ou de stupéfiants de manière volontaire en vue de commettre un meurtre peut constituer une circonstance aggravante. Il ne faut pas oublier non plus que les bouffées délirantes aiguës ne sont pas automatiquement consécutives à la prise de substances pour tout le monde. Et tout ceci n'enlève rien au fait qu'au moment de l'acte, le prévenu n'était pas conscient dans cette affaire. Son état de démence était amplifié par la prise de stupéfiants, conduisant à des bouffées délirantes aiguës. En matière pénale, le juge est tenu à une interprétation dite stricte de la loi. Donc si vous estimez que l'état du droit actuel n'est pas le bon, ce n'est en aucun cas au juge qu'il faut s'adresser, mais au législateur. En attendant, il n'est jamais bon de réagir à chaud à une décision, encore moins en demandant que le pouvoir législatif mette son nez dedans. Un comportement un peu plus rationnel commande pour toute question de cette importance de se poser et de réfléchir. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village. La matinale Radio Campus Montpellier. Et merci Lino pour cette chronique droit et philo. C'était très intéressant, surtout vu la condition actuelle. Par contre, j'ai une petite réaction à faire, c'est que est-ce que du coup une personne qui par exemple a eu un discernement oblitéré suite à la prise de substance, est-ce qu'on peut pas dans ce cas-là lui reprocher d'avoir, du coup lui mettre un chef d'inculpation concernant le fait qu'il ait pris des substances qui l'a conduit à faire ce qu'il a fait? Alors en fait, s'il y a une action volontaire qui consiste par exemple à boire avant de commettre un crime, donc dans le but de commettre ce crime, ça va être même une circonstance aggravante. Mmh. Le problème, c'est que dans le cas ici, en l'espèce, son discernement était aboli au moment du fait, en fait. Et il n'avait pas eu la volonté de se droguer pour faire l'acte. Ouais, mais bon, c'est aussi, je pense que ce qui révulse tant les gens à ce propos, c'est surtout parce que c'était un acte, on va dire, antisémite, et du coup, c'est plus facile de l'inculper. Le mobile est un peu moralement plus douteux que si c'était une personne... Bon, déjà, c'est pas cool de tuer quelqu'un, mais si c'était une personne aléatoire dans la rue, quoi. Oui, après, il y a un autre truc aussi, c'est que pour beaucoup de personnes, en fait, il se trouve en liberté après ça, en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. Il est déclaré irresponsable pénalement, mais là, il est dans un hôpital psychiatrique. D'accord. C'est pas les vacances, quoi. Il est pas dans le rue en mode non, c'est bon, tout va bien. Ok. Merci pour ces précisions, Lino. C'était très intéressant.